Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Essentiel, le magazine qui vous dit tout sur l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée aux innovations éco-responsables avec une thématique principale, comment repenser les espaces de travail. Pour parler de cette thématique essentielle dans l'économie sociale et solidaire, des invités, des experts de marque, à ma gauche, à ma droite. Je vous présente tout d'abord, vous madame, qui êtes artiste, plasticienne, et vous vous appelez Caroline de Boissieu. Exact, oui. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. En quoi consiste votre travail d'artiste en lien avec les espaces de travail et la façon de les repenser? Un petit préambule alors. Au départ, je travaille essentiellement sur l'eau. Et je travaille sur des supports transparents, translucides, donc de manière très liquide. Et ce travail m'a amené à collaborer avec des architectes, avec des industriels du verre, pour développer pour insérer ces œuvres dans des cloisons. Je ne vais peut-être pas développer tout maintenant. Non, justement, donc je vous représente. Vous êtes madame Caroline de Boissieu. Exact. Vous êtes artiste et plasticienne et vous travaillez et notamment sur la refonte des espaces de travail. Voilà. À vos côtés, une spécialiste du Feng Shui. Bonjour madame, vous êtes Céline Charon. Bonjour. Dans quelle mesure vous intervenez pour repenser les espaces de travail? Alors moi, l'essentiel de mon travail, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien sur leurs espaces de vie, que ce soit professionnel ou particulier. Nous en reparlerons tout à l'heure. Voilà. En face de vous, Michael Cornou, vous êtes responsable d'Interface France. Responsable marketing. Alors en quoi Exactement. consiste votre travail et comment est-ce que vous positionnez justement par rapport à ces espaces de travail qui doivent être un petit peu repensés? Alors Interface, on est fabricant de dalles textiles, donc des dalles de moquette, essentiellement destinées aux bureaux. Donc les espaces de travail de manière générale, le sol sur lequel tout le monde va marcher au quotidien dans les bureaux. Et vous, à côté de vous donc, monsieur, vous êtes photographe. Oui, absolument. Alain. Oui. Alors c'est vrai que moi j'ai l'occasion d'aborder les espaces de travail à la fois en tant que photographe, en les photographiant, mais aussi en revisitant un petit peu l'image, ou tout au moins la façon d'appréhender l'image et les rôles que l'image peut jouer, considérant qu'elle est une vraie fenêtre ouverte quand on parle de bien-être, ce qui est important dans l'espace de travail, sur un monde extérieur, sur l'imaginaire, sur une sensibilité et aussi sur une certaine beauté, voire sur la nature, par exemple. On parle des Japonais qui font toujours une référence à la nature dans leur espace, quelque chose de très important. Donc voilà, donc ma réflexion tourne un petit peu autour de ça. Voilà. Alors pour commencer ce débat, moi j'ai une première question, une définition. Qu'est-ce qu'un espace de travail repensé, un espace de travail éco-responsable, un espace de travail qui va permettre de mieux vivre au quotidien dans son entreprise? Qu'est-ce qui veut répondre et définir un petit peu cette chose? Moi, je veux bien commencer parce que j'ai une double casquette. Je fais du Feng Shui, mais je vends aussi des produits, des articles de décoration éco-responsables. Donc l'éco-responsabilité, effectivement, c'est un peu avec mon associé et ami notre terrain de jeu. Même plus que ça, pour nous, ça a une importance considérable parce que ça contribue au bien-être des gens sur leur lieu de travail. Bien penser aux matériaux qu'on utilise autour de nous pour éviter des allergies, pour éviter des maux de tête, pour éviter trop de prolifération de ce qu'on appelle les COV qui nous rendent malades et qui contribuent au mal-être au travail. Déjà, ça c'est la première strate. Après, on peut peut-être parler de dispositions de mobilier, de plein d'autres choses. Mais la première strate, c'est le matériel qu'on utilise et de faire en sorte qu'un, il ne nous rende pas malades, que deux, il respecte l'environnement et trois, il respecte les hommes qui l'ont fabriqué, etc. Quelle est votre définition d'un nouvel espace de travail éco-responsable, social et solidaire? Je pense que c'était une très bonne définition, c'est effectivement avoir des espaces de travail avec des produits qui vont permettre le bien-être des employés, des espaces dans lesquels ils vont être heureux d'évoluer et pouvoir travailler. Et cela, ça passe par un aménagement qui va être conçu pour répondre aux différents besoins d'espace, mais également avec des matériaux qui vont être conçus de manière responsable et en partie pour l'environnement, je suis tout à fait d'accord, et également pour les employés et pour tout ce qui va avoir un lien avec ces matériaux. Caroline de Boissieu, vous, quel est votre regard justement sur la façon dont on peut repenser les espaces de travail, votre regard d'artiste? Je les rejoins déjà dans la notion de matériaux
de matériaux responsables qui vont filtrer la chaleur, filtrer la lumière, qui vont apporter un environnement où le son aussi sera filtré. Ça, c'est une première chose. Mais sinon, le bien-être peut être aussi par un décor que l'on propose qui va peut-être susciter réflexion, émotion et surtout qui sera peut-être vu chaque fois, chaque instant de manière différente en fonction de la lumière. Voilà. Alors justement, comment innover en matière d'espace de travail? Quelles sont les grandes tendances? Moi, je vais avoir du mal à parler de tendance parce que le Feng Shui, en fait, est tellement adapté à chaque personne. J'ai un peu de mal à tirer les grandes lignes. Je vais là pour le coup. Est-ce qu'on travaille sur les couleurs? Est-ce qu'on travaille sur les espaces de détente? Peut-être vous pouvez vous apporter un regard là-dessus? Alors nous, on voit deux grandes tendances en ce moment qui sont en train de ressortir dans les espaces de travail et je pense qu'ici on les voit déjà. Il y a l'intégration des éléments naturels. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu dans les espaces de bureau. Donc pas seulement une plante verte ou de l'eau ou une photo d'eau, mais dès qu'on va avoir un lien ou une présence d'un élément naturel dans un espace de travail, ça c'est prouvé qu'il y a un impact vraiment positif à la fois sur la productivité, sur la créativité et surtout sur le bien-être des employés. Donc ça, je pense que c'est une première tendance qu'on voit. Et également un effet un peu comme à la maison. Donc on a envie de se sentir à la maison comme chez soi. Une autre preuve de cette tendance, c'est qu'on peut demander à n'importe qui, mais un employé qui va avoir la chance de choisir son espace, pas son espace de travail de manière globale, mais la manière dont il va pouvoir positionner son bureau, la manière dont il va pouvoir être assis, choisir ce matériel, va se sentir beaucoup plus impliqué et beaucoup plus enclin à travailler de façon positive finalement dans cet espace. Donc cet effet comme à la maison, on a envie de le retrouver au bureau et c'est un peu ce qu'on voit, en tout cas nous dans nos tendances design, on est simple fabricant de moquettes, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer dans nos produits. Et c'est ce qu'on peut voir ici au sol. C'est-à-dire que vous, Alain Fourré, vous allez même plus loin, on est en train de revenir un peu sur les espaces qu'on dit open space, où tout le monde est dans le même espace. C'est quelque chose qui a peut-être tendance à disparaître ou en tout cas à évoluer. Oui, alors je pense que c'est un vrai problème puisque quand on parle, il faut favoriser à la fois la concentration mais aussi le dialogue. Pas oublier qu'aujourd'hui on travaille tous aussi sur écran et même si avec les ordinateurs portables et demain les tablettes, on aura peut-être moins cette séparation, il n'empêche qu'il y a un vrai problème de dialogue, il y a un vrai problème. Et je crois que c'est vrai que la réflexion aussi sur l'espace de travail, c'est de pouvoir à la fois se retrouver soi-même et se projeter. Donc je pense que même dans les open space, on peut créer des espaces beaucoup plus intimes qui vont favoriser le dialogue, qui vont favoriser aussi l'échange. Et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. L'art, les cloisons qui laissent passer la lumière, on va travailler sur la lumière, on va travailler sur les couleurs, on va travailler sur il y a énormément justement, d'éléments. les cloisons, c'est la spécialité de Caroline de Boissieu. Je parle de cloisons qui permettent à la fois l'intimité et la visibilité de la personne d'à côté aussi. C'est-à-dire qu'on est à la fois seul, mais on n'est pas seul. Et ça, je pense que c'est très, très agréable. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, en effet, je suis complètement d'accord. On revient sur les espaces tout ouverts parce qu'on se rend compte que c'est fatigant pour la personne. Elle n'a plus d'espace personnel et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'invite pas effectivement à la discussion et à la communication. Donc on revient, on voit beaucoup ça, des petits modules qui incitent les conversations à 2-3. On essaye de recloisonner, de repenser les espaces. On les recloisonne, c'est curieux d'ailleurs, mais oui, complètement d'accord. Non, c'est ça, on les recloisonne et on va donner une définition à chaque espace. On va avoir un espace pour se ressourcer, pour être seul, un espace pour collaborer, pour se réunir avec ses collègues, mais également un espace détente qui va être aussi important au quotidien et un espace pas forcément associé à une personne, mais on voit de plus en plus des bureaux nomades finalement où on a un espace où on va pouvoir poser son dock et son ordinateur si on en a besoin et rester... c'est pas mon bureau attitré, mais c'est un espace que je peux prendre pendant le moment où je vais vouloir être dans le bureau. Mais comment inciter les entreprises à agir pour repenser les espaces de travail, justement? Alors pour nous, c'est vrai qu'inciter, encore une fois, en fabricant de moquettes, ça va être vraiment montrer on va avoir, on n'a plus une moquette, mais on va avoir des produits différents qui vont justement contribuer à ces différents espaces. Inciter, c'est bien faire comprendre que si on investit dans les matériaux, dans la façon de
d'aménager l'espace, on va investir dans l'humain, et l'humain dans la société, ça va être aussi le plus gros retour sur investissement. Donc finalement, on peut avoir des produits pas forcément plus chers, mais en tout cas qui vont répondre mieux à une certaine problématique. Et je pense que c'est une façon d'inciter aussi les entreprises à se dire investissez dans le bien-être de vos employés par des produits et des matériaux bien conçus. Oui, mais c'est vraiment pas évident, pas du tout évident. Mais je ne désespère pas. Ça fait 3 ans que je travaille avec des verriers et je les amène à commencer à faire des réalisations différentes. Vous sentez aussi que les chefs d'entreprise commencent à mieux comprendre l'intérêt de tout ça ? Alors ils commencent à mieux comprendre pour 2 raisons. Peut-être que certains se posent des questions, ce que je trouve très très bien. Peut-être que d'autres ils sont poussés par les événements actuels, parce qu'il y a quand même des gens qui se sentent très très mal, hein, et on le voit dans de nombreuses sociétés. Donc ça incite un peu les patrons ou les dirigeants à se poser certaines questions qui sont pour moi des questions essentielles, et je rejoins complètement ce que dit Michael. Michael, complètement. C'est essentiel. L'équation est tellement évidente. Un employé qui va bien, c'est un employé qui travaille bien. Et puis voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que vous avez pu faire vous ? Rien que par exemple en changeant peut-être le mobilier de place, ou dites-moi un peu ce que vous pouvez faire pour changer la vie du travailleur au sein de son espace de travail. Alors moi c'est particulier parce que le Feng Shui implique le dirigeant, ça implique beaucoup de choses. Encore une fois, si je commence à parler du Feng Shui, je vais être très longue. Mais donnez-nous un exemple ou 2, simple à comprendre. Et éventuellement en repositionnant juste son bureau, parce qu'il y a des petites choses qui sont quand même tellement, je dirais un peu simples, mais que certaines personnes ne ressentent pas spontanément. Par exemple, ne pas positionner son bureau dos à une porte. C'est fatigant en fait, c'est toute la journée avoir une tension de se demander qui va nous arriver dans le dos, et il y a des gens pour qui c'est pas une évidence. Alors c'est tout bête, hein, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Mais rien que ça, déjà ce genre de détail a une importance. Rien que ça, c'est un peu idiot mais c'est rien que ça. Vous, Michael Cornoux, ça joue que sur la moquette ou Non, pas que sur la moquette, mais par exemple, je rajouterais l'accès à une lumière naturelle. C'est quelque chose qui est important. Et là, il y a beaucoup de bureaux qui sont à l'aveugle, sans fenêtre, ça peut être compliqué, mais ne serait-ce de pouvoir se rapprocher un maximum de la fenêtre et de pouvoir évoluer, c'est quand même intéressant. Non, c'est vrai que par la moquette, en revanche, on peut apporter d'autres... Bon, là, ce que vous disiez tout à l'heure, les COV, c'est quelque chose qu'on va améliorer pour avoir une qualité d'air intérieur qui va être améliorée et pouvoir respirer un air beaucoup plus sain. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant, et ça passe pas que par la moquette, mais par beaucoup d'autres matériaux qui vont être utilisés dans l'espace pour améliorer cet air. Allez-y. Oui, en décoration éco-responsable, on s'intéresse à la moquette, on s'intéresse au mur, effectivement, parce que tout ça contribue à des migraines, à des allergies, etc. Donc oui. L'acoustique, réduire l'acoustique, être calme. Mais forcément, tout ça a un coût, un surcoût. Ça n'a pas un surcoût, ça a un coût. Un surcoût, pas forcément. C'est sûr qu'on a des produits qui vont être parfois, qui vont avec plus d'innovation, qui vont au départ paraître plus chers, mais ça a un coût sur le long terme qui n'est pas forcément... Enfin, on se retrouve à la fin. Alors, Alain Fourré, vous êtes photographe. Est-ce que vous avez noté dans votre travail des bâtiments qui étaient entièrement repensés pour permettre aux salariés de mieux s'exprimer au sein de son activité ? Oui, bien sûr, on le voit. Alors, je dirais qu'il y a un point qui me semble assez important par rapport à tout ce qu'on a dit et qui peut-être paraître banal, mais c'est de parler tout simplement de beauté. Et je crois qu'il est important de travailler sur la façon dont on va, sur l'ensemble de l'harmonie que l'on va pouvoir créer. L'harmonie va nous créer aussi de l'énergie. Et quand on parle effectivement par rapport à un chef d'entreprise qui a besoin d'un retour sur investissement, il est complètement évident que son intérêt est de créer un climat qui va favoriser tout ce qui est créativité, tout ce qui est efficacité. Et donc on est complètement là-dessus. Alors par rapport aux lieux que l'on peut voir, c'est vrai qu'aujourd'hui on réhabilite beaucoup de lieux, ce qui est assez intéressant, car un lieu ça a une histoire, et effectivement on s'aperçoit qu'on a, en termes de valeur, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Et donc, il y a des choses très intéressantes de faire dans ce domaine-là. Mais je crois qu'un des points importants, ce que l'on regarde de plus en plus, c'est qu'on travaille sur l'additionnel de la lumière, des couleurs, du mobilier, des matériaux naturels, enfin tout ce que l'on a dit. Et c'est en fait tout ça qui va contribuer à générer un certain bien-être. Et c'est l'intérêt de tout le monde. Et je pense que beaucoup de chefs d'entreprise l'ont compris aujourd'hui. Mais en termes de réhabilitation, il y a des choses absolument superbes. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples de bâtiments qui
sont dans cet axe-là de réflexion et qui prouvent qu'on est dans la bonne direction? Moi, je sais que j'ai plus des réflexions qui sont pas liées uniquement au milieu de l'entreprise, mais qui sont liées, je dirais, à des réflexions d'architectes, des gens comme Tadao Ando, par exemple, qui repensent complètement aussi l'espace. Je crois qu'il y a beaucoup d'architectes qui travaillent en fait là-dessus aujourd'hui et je pense que ça va dans le bon sens. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ce n'est pas toujours quelque chose non plus de si compliqué. Je crois qu'il faut bien comprendre de quelle façon on peut juxtaposer les divers éléments du puzzle pour construire vraiment ce climat positif. Alors les artistes ont un rôle à jouer finalement dans la refonte des espaces de travail et je pense que maintenant on fait de plus en plus appel à vous parce que vous avez un regard qui va un petit peu transformer les mentalités et votre art va justement apporter un vrai plus. Je le souhaite, mais d'abord, le beau n'est pas plus cher en réalité. Ça n'a pas un coût supérieur. C'est tout simplement une question de sensibilité. On a envie, on n'a pas envie de faire quelque chose de différent, de beau. Maintenant, le beau est une énergie positive aussi. Hein. Et ça, c'est... Bon, et puis peut-être que être dans une entreprise où il va y avoir un effort justement sur quelque chose de plus esthétique, l'appartenance à cette entreprise, c'est agréable peut-être de... Mais vous, comment est-ce qu'en tant qu'artiste, on vous sollicite et on vous dit voilà, je veux repenser mon espace de travail, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Je ne sais pas quoi vous répondre. J'arrive sur des projets que j'ai créés et je vais après, avec les différentes usines, essayer de mettre au point ces produits, ces projets, enfin ces créations. Et oui, mais c'est assez nouveau de faire appel à un artiste. On aurait pu faire appel à un architecte, on aurait pu faire appel... Je travaille avec les architectes, justement, là-dessus. Et donc, quelle est votre valeur ajoutée, vous, en tant qu'artiste? C'est mon travail de peintre, tel qu'il est. Je peins sur l'eau, je peins d'une manière extrêmement liquide, je peins... Oui, mais dans un espace de travail. Mon travail, il est différent de quelqu'un d'autre. Et donc, déjà, je mets en avant le travail que je fais, qui a son... Non, je crois simplement qu'elle apporte du beau. C'est exactement ce qu'elle a dit il y a quelques instants. Le beau, c'est important. C'est l'intention du dirigeant et de l'entreprise de faire bien et de montrer à ses employés et d'avoir une énergie positive générée par le beau. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit la voisine. Mais est-ce que le beau suffit Non. à changer l'espace de travail? Non, Non, ça ne suffit pas, mais ça fait partie de points positifs qui peuvent contribuer au bien-être en entreprise. Non, le beau ne suffit pas. C'est vrai que l'esthétisme est ultra important, mais ça va être une sensibilité que chacun va avoir. Mais après, on a toutes les performances techniques qui vont être à prendre en compte dans un espace et également la conception. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le moment d'en parler, mais l'éco-conception, c'est quelque chose qui est ultra important et qui va... faut savoir qu'on peut faire du éco-conçu et du très beau. Nous, en tout cas, c'est notre créneau parce qu'on a, chez Interface, on a un engagement qui est de ne plus avoir aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020 et ça passe par les produits et par toute la chaîne de valeur du produit. Et on veut du développement durable dans nos produits, mais on ne veut pas que ça. On veut des produits 100% recyclés, mais on veut des produits 100% recyclés et beaux. On fait là, le sol que vous voyez ici, il y a des filets de pêche à l'intérieur. Ça ne sent pas le poisson, on ne va pas avoir de filets de pêche. On veut des produits beaux, mais 100% recyclés. Donc je pense qu'on peut faire du beau avec tout à partir du moment où les performances techniques sont là, le prix est là, parce qu'il faut rappeler qu'on est quand même dans des contraintes budgétaires sur tous les espaces de travail. Surtout quand on a des produits qui viennent en fin de chantier souvent, après tous les dépassements de budget juste avant. Donc on peut faire du beau, responsable, et je pense que ça ne coûte pas beaucoup plus cher parce qu'on va vraiment avoir ce retour sur la fin. Mais justement, vous, est-ce que vous pouvez me faire rêver et me dire un petit peu ce que vous avez pu faire pour repenser un espace de travail? Moi, je veux un exemple, je veux imaginer l'espace de travail. Je sais pas, mais je pense que là, aujourd'hui, on a un bon exemple. On a un stand avec un sol qui est 100% recyclé. On a même une dalle de moquette qui a le plus faible impact du marché. Et je pense qu'on se sent bien ici. Toutes les personnes qui vont se balader sur le stand EcoWork vont se sentir bien. Alors bon, là, en termes d'acoustique, je pense que c'est pas le meilleur exemple, mais on peut avoir... je pense qu'on se sent bien avoir ces couleurs neutres, ce côté naturel, ce côté cocooning, qui va être aussi rendu possible par toutes ces cloisons en bois naturel. Je pense que tout ça, rien qu'ici, c'est un bon exemple d'endroit où on a envie d'évoluer. Et vous, un exemple d'espace de travail que vous avez complètement réimaginé?
je suis en train de réimaginer, mais je peux parler d'espaces différents, par exemple de pare-douche dans des hôtels. Bon, c'est autre chose. Au lieu de mettre une mosaïque dans le fond, ils ont choisi de finalement mettre une paroi de douche avec un décor que j'ai créé. Et ce décor a pu être créé effectivement avec le contexte de l'endroit où était l'hôtel, la notion de champagne, de doré, enfin, etc. Donc il y avait une commande particulière et je pense que j'étais probablement plus loin que de mettre un autocollant opaque sur la paroi vitrée ou de reprendre des dessins qu'on a déjà tellement vus. Est-ce que ça peut faire rêver? Je le souhaite. Alors Caroline de Boissieu, merci pour tous ces exemples où l'on comprend que l'artiste se met au service de la rénovation des espaces de travail. Nous ont rejoint sur ce plateau des expertes, elles aussi, en réaménagement, en décoration, en formation. Je reçois avec grand plaisir Cathy Cotelon, je ne me trompe pas. Non. Et vous, Cathy, vous formez les étudiants de demain et d'aujourd'hui à la refonte des espaces de travail à travers une école dont vous avez la responsabilité pédagogique, c'est l'ENSI. Oui, donc l'ENSI Les Ateliers, qui est une école de design basée à Paris, près de Bastille, forme des acteurs qui demain devront rallier les problématiques environnementales, industrielles et sociétales, quelque part. Est-ce que vous les faites réfléchir sur la refonte des espaces de travail ou comment améliorer la vie du salarié dans un espace de travail un petit peu rénové, repensé et finalement beaucoup plus agréable à vivre? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce sujet est au cœur d'un des événements auxquels nous allons participer l'année prochaine, qui est la Biennale internationale du design à Saint-Étienne, qui a choisi comme thème justement la question du travail. Et nous formons, mais surtout nous interrogeons aussi nos élèves, parce qu'ils ne sont pas formés particulièrement, c'est une école généraliste, donc ils ne sont pas formés particulièrement aux enjeux d'aménagement ou d'architecture intérieure, mais ils sont plutôt formés à réfléchir à des solutions qui soient durables pour accompagner les nouveaux modes de travail, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas que des nomades, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes qui travaillent en partie de leur temps en salariat, voilà. Donc on voit qu'on est dans des profils aujourd'hui de travailleurs qui sont très mixtés, on va dire, ou presque métissés, et en fait ils sont liés à différents lieux où ils vont pouvoir collaborer. Donc en fait, cette rencontre de gens aux besoins variés, voilà, comment on les fait se rencontrer. Alors en face de vous, Dominique Leroc, vous dirigez DLR Communication. Absolument. Vous participez aussi au conseil d'administration de LK Work. LK Ecowork. Voilà. Absolument. Et vous aussi, vous avez un regard particulier sur finalement la refonte de ces espaces de travail ou comment rendre la vie plus belle quand on travaille en entreprise. Voilà, absolument. Parce que moi, je veux dire, le concept me parle beaucoup parce que j'ai, tout au long de mon parcours professionnel, accompagné les entreprises dans leurs problématiques de changement. Et le bureau est également fait partie aujourd'hui de la stratégie de l'entreprise totalement, puisque l'idée, c'est de passer d'un contexte économique difficile où les gens ont besoin de donner un sens à leur vie professionnelle, mais aussi à leur vie privée, bien sûr. Et ils ont besoin d'avoir, outre ce sens, des structures un peu plus courtes, où il y a moins de contrôle, d'organigrammes très définis, donc avec plus d'ouverture, plus d'échanges, plus de partage, et faire de leur profession un épanouissement personnel, collectif, face à un individualisme qui était un peu trop forcé ces dernières années. Voilà. On n'est plus dans la productivité à tout prix. On n'est plus dans la productivité à tout prix, avec le profit à tout prix. On est dans la qualité de vie, avec le développement personnel, professionnel, et cette volonté d'être solidaire, de construire ensemble. Voilà. Alors justement, vous, à l'ENSI, vous formez des étudiants, c'est un peu l'avenir. Et donc, est-ce que ces étudiants, ils sont finalement assez réceptifs à cette idée qu'il faut maintenant repenser un peu le monde du travail qu'ils ne connaissent pas, et du coup, comment les former à quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore? Tout à fait. Alors,
Déjà, la première chose, c'est que ces nouvelles générations abordent le travail avec un rapport, je pense, un peu plus libéré, en fait. Donc, aujourd'hui, l'image de l'industrie classique leur évoque surtout un univers de rouage, de rigidité, comme c'était évoqué précédemment, d'une vision très pyramidale. Donc, en fait, le point de départ pour eux, c'est vraiment la collaboration, donc d'être dans des conceptions qui permettent et qui favorisent l'échange. Ensuite, accessoirement à l'ENSI, les ateliers, on est une école un peu atypique parce que l'école est ouverte 365 jours sur 365 toute la semaine et en fait ne ferme jamais. Donc en fait, ils sont déjà dans un rapport à l'activité professionnalisante qui est un peu décloisonnée et qui est dans la mais rencontre. ils ne vivront pas forcément ça tout le temps. Non, mais par contre, ils vont insuffler peut-être une manière de procéder différente. Et un des éléments aujourd'hui qui va dans ce sens, c'est que dans les entreprises, on développe de plus en plus des structures de type iLab, qui sont des lieux où, en fait, ce sont des plateformes. C'est-à-dire qu'autour des bureaux, vont se créer aussi des espaces où à un moment, on va quitter sa fonction pour être dans le projet, en fait. Et ça, les étudiants, vous leur apprenez à imaginer ces espaces de travail? Il y a une pédagogie là-dessus? Tout à fait. Donc la première chose, le premier point de départ pour pouvoir aborder ça en termes de formation, c'est d'être proche de l'utilisateur, d'être proche de l'usage. C'est-à-dire ne pas penser les espaces en projetant soi-même l'idée qu'on voudrait mettre en place, mais bel et bien de construire les espaces par les gens, par leur expérience et par leur manière de considérer leur travail et les échanges qu'ils veulent faire. Donc le travail de terrain, le travail d'observation, donc on va vraiment intégrer dans notre apprentissage toutes les méthodologies qui viennent de l'anthropologie, de la sociologie, pour avoir des élèves qui soient capables en fait de comprendre et d'observer ce qui se trame et être force de proposition par exemple. Et ça c'est important finalement que de sensibiliser les étudiants dès maintenant. Et comment vous faites pour adapter votre pédagogie alors que les choses sont en pleine évolution? Alors, nous, notre pédagogie, elle est basée sur le projet. Nos élèves passent plus de 50% de leur temps à répondre à des problématiques réelles qui sont apportées par nos partenaires, en fait. Donc, nous, notre enjeu pour les former, c'est de monter des partenariats qui soient sur des sujets qui questionnent, en fait, l'avenir, typiquement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, que pour l'année prochaine, la question du travail, qui pour nous est un enjeu, du coup, important en termes sociétal, économique, sera au cœur, par exemple, de notre programmation. Donc, comme on a une programmation semestrielle, en fait, tous les semestres, on est capable un petit peu de prendre le pouls de l'extérieur, j'ai envie de dire, et puis d'intégrer, en fait, ces opportunités de partenariat dans les programmes. Est-ce que vous pensez, vous, que la refonte des espaces de travail, elle passe par des gens comme vous qui ont connu ce qui se faisait avant et ce qui va pouvoir se faire maintenant? Comment est-ce que vous impliquez, vous, dans le changement? Alors, ça rejoint beaucoup, encore une fois, mon parcours mais surtout mes expériences de communication interne. Car il était une époque, et je crois que ça existe encore beaucoup parce que la France n'est pas tout à fait prête encore, il était une époque où la France avait une communication très verticale, avec des bureaux cloisonnés, des tours d'ivoire pour le management. Et c'était, on était un pays riche et c'est vrai que du coup on ne pensait pas à tout ça. Aujourd'hui, je crois qu'en France aussi, on a du mal à imaginer cette mutation parce que maintenant on est en crise. Et on a plus de possibilités de le faire car les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus dans la collaboration, la co-construction et les managers sont eux aussi convaincus, il me semble davantage, contrairement à des pays comme les Pays-Bas ou la Scandinavie où toutes ces choses existent et de façon formidable, des lieux éco-conçus avec des espaces de travail partagés, enfin des choses formidables. C'est-à-dire qu'en France, on est en retard, mais le retard se comble un petit peu. Le retard va se combler et je pense que la mutation va se faire. Je pense que les managers comprennent que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'être moins dirigée, de devenir plus acteur de son travail, de lui donner plus une vraie direction et d'être dans une situation de, comment dirais-je, de
comment dire, d'intrapreneuriat. Voilà, à l'intérieur de l'entreprise, ils veulent être entrepreneurs de leur propre fonction. Voilà. Et ça, je pense qu'un certain nombre de managers sont en train de l'intégrer dans leur raisonnement. Il y a d'ailleurs un certain nombre de managers d'entreprise qui fonctionnent aujourd'hui comme ça. Ce n'est pas encore la grande majorité, mais il y en a qui fonctionnent comme ça. Voilà. Donc les choses évoluent, les espaces de travail sont repensés. Petit à petit, les artistes prennent aussi le pouvoir sur la façon dont on peut rénover ces espaces de travail. Les étudiants, eux aussi, vont forcément se former à ces nouvelles mutations. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la refonte des espaces de travail. Chers invités, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous dis merci beaucoup, Merci à vous. à très bientôt. Merci. Et je vous dis quant à moi à très bientôt aussi pour une nouvelle émission essentielle, tout savoir sur l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, au revoir.